là, je me suis dit, on nous force à penser contre la réalité. Ceci n'est plus une démocratie. Je dirais même pas c'est une démocratie en danger, c'est une démocratie en pourriture. Donc bonjour, est-ce que vous pourriez pour démarrer simplement vous présenter brièvement? J'ai commencé scientifique et puis j'ai bifurqué vers la philosophie des sciences. Aujourd'hui, je parle plutôt de philosophie de production des savoirs, parce que commencer par les sciences et notamment par la physico-chimie, c'est prendre un bout très, comment dirais-je, plein de prestige, mais qui n'est pas du tout le bon bout pour comprendre la diversité des manières de faire de la science et aussi la différence entre les savoirs humains et ce qu'on appelle les sciences. Donc j'ai toujours été contre les hiérarchies qui bloquent la pensée. Et parmi les choses qui bloquaient, de plus en plus, j'ai rencontré la politique et le rôle qu'on donne aux productions de savoir ou qu'on ôte aux productions de savoir dans nos sociétés. Donc on peut dire que je suis partie des sciences en passant par la philosophie. Ma pensée est devenue de plus en plus politique, mais pas au sens partisan du terme, au sens de qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que nos sciences, mais aussi nos modes de pensée humains et sociaux, sont tellement pauvres par rapport à ce qu'elles pourraient être, ce qu'on sent et ce qu'on sait qu'elles pourraient être? Il y a eu toute une série de personnes ou de catégories de gens qui ont été les grands oubliés durant ce confinement. On peut citer les travailleurs du sexe, les SDF, les migrants. Est-ce que cet oubli, quelque part, il est volontaire, il est le fruit d'une idéologie, ou est-ce qu'il est inévitable dans toute société organisée comme les nôtres? Je ne crois pas du tout que ce soit une question d'une société qui rendrait quoi que ce soit inévitable. Il y a beaucoup de formes de société et il y a aussi beaucoup de manières de faire société. Ce qu'on a fait, j'y reviendrai à nos vieux, sous prétexte qu'ils étaient vulnérables, serait mais totalement inconcevable dans des sociétés plus traditionnelles où on respecte les vieux. Et les respecter, c'est pas les enfermer. Donc, mais je crois pas que ce soit... Je crois que le mot oubli est bon, parce que je crois que ce confinement doit être compris à partir d'une réaction de panique. Et quand on panique, on oublie plein de choses. En fait, on cesse de penser, on réagit sous une urgence qui vous empêche de penser. C'est la panique qui nous a pris, qui me semble devoir nous guider dans cette situation, qui évidemment, à ce moment-là, a, comment dirais-je, accentué toutes les inégalités sociales, tous les rapports de force, etc. Donc oui, ça c'est... Je crois que on a vu une indifférence à tout ce qui n'était pas maintien de l'ordre public au fond. Et l'ordre public, on a su qu'il allait être dévasté si les services, si tout le système sanitaire était débordé. Donc les vulnérables, c'était avant tout ceux qui menaçaient de fabriquer ce scandale qui est le système sanitaire, fierté d'un pays développé qui craque. On n'a pas voulu ça. Le reste, ce sont des conséquences. Donc, je crois que faut pas trop parler de choix délibérés. C'est faire trop d'honneur à ce qu'a été cette situation. En termes d'intentionnalité, est-ce que, pour des raisons, on va dire, politiques électorales, peut-être, certaines catégories de la population sont déconsidérées, sont peu prises en compte? On citait par exemple les SDF, ou des gens qui n'existent presque pas pour le politique, peut-être. Ça fait partie des inégalités sociales. Il y a des gens qui feraient mieux de ne pas exister. Hein.
où il y a des gens qui ne sont pas censés exister, parce qu'on pourrait aussi parler des travailleurs au noir, qui sont très nombreux et qui ont été laissés totalement à eux-mêmes. Mais tous ceux qui ne sont pas, comment dirais-je, notre société est très dure. Tous ceux qui ne sont pas répertoriés comme salariés, comme ayant un statut, tout cela tombe à travers les mailles, et à travers des mailles de plus en plus larges. Donc, effectivement, on pourrait parler d'un calcul, mais c'est une logique. C'est une logique qui fait au fond, une qualité administrative prévaut sur des droits humains ou des droits sociaux. Pour revenir toujours sur ce confinement, on a vu également que ça a été une période qui était une épreuve pour beaucoup de monde, avec aussi beaucoup de violences. Donc on peut parler des violences intrafamiliales, de la difficulté des troubles psychiques que ça a créé, de l'isolement aussi pour bon nombre de gens. Qu'est-ce que cette situation révèle de nos sociétés? L'isolement, certains pourraient être tentés de dire que ça grossit, que ça intensifie des traits de la nature humaine, la violence par exemple, les rapports inégalitaires entre hommes et femmes et tout ça. Moi, je ne suis pas sûre qu'on doive dire ça, au sens où ça parle plutôt de l'état social violent que nous vivons déjà. C'est-à-dire qu'il me semble que s'il doit être question de nature humaine, eh bien les humains n'auraient pas survécu depuis des dizaines de milliers d'années s'ils n'avaient pas des capacités très développées d'entraide, de solidarité, de coopération. Les humains sont nés sociaux, et sociaux, ça veut dire sensibles aux besoins les uns des autres, et pas déterminés par une compétition où le meilleur gagne. Le meilleur, il serait très vite mort s'il avait gagné contre les autres. Donc c'est plutôt nos sociétés qui font prévaloir cette logique de compétition entre individus. Et je crois profondément que c'est une violence contre la nature humaine, si on peut en parler comme ça. C'est d'ailleurs un ingénierie sociale où on doit vraiment apprendre aux gens à être égoïstes et à ne penser qu'à leur intérêt. Donc, j'ai l'impression que si quelque chose me parle, moi, de la nature humaine, c'est tous ces gens qui se sont mis en groupe ou individuellement et qui se sont arrangés à travers le confinement pour aider les autres, pour les rassurer, pour leur apporter de la nourriture, pour se mettre à coudre des masques qu'ils distribuaient à ceux qui en avaient besoin. Là, comme dans beaucoup de catastrophes d'ailleurs, une capacité de s'organiser de manière solidaire et pour la solidarité s'est fait jour sous le nez des pouvoirs publics qui ne s'y opposaient pas, mais qui ne l'ont pas véritablement aidé. Donc je crois que la nature humaine ne me parle pas de ces violences systématiques des forts contre les faibles. Elle me parle de la violence que constitue l'isolement, et pas seulement l'isolement du confinement, mais l'isolement où on met l'individu qui doit réussir pour lui-même et malheur au vaincu. On constate aussi quand même que la pandémie a généré une remise en cause croissante des processus décisionnels politiques et scientifiques. Qu'est-ce que cette défiance vous inspire? Je crois qu'elle est plus que justifiée, mais je crois déjà que dire processus décisionnel, qu'il soit scientifique ou politique, c'est déjà leur faire un compliment. C'est parce qu'un processus, c'est un processus qui est prévu, qui s'embranche, qui se développe, etc. Ici, j'ai déjà parlé de l'idée de panique. Je crois que le confinement, et peut-être même le déconfinement, peuvent être mis sous le signe d'une certaine panique. Ce qui est frappant, c'est que on savait ce qui se passait en Chine, on a commencé à savoir ce qui se passait en Italie, et pendant tout un temps, on a fait comme si de rien n'était. On a encore en mémoire ces passagers arrivant à Zaventem, tout surpris de ne subir aucun contrôle sanitaire. On a encore aussi en tête ce savoir qu'ils étaient en train de découvrir qu'ils n'avaient pas les équipements
et les matériaux, les masques par exemple voulus. Il le découvrait tout à coup. Donc c'est plutôt cette, je ne dirais pas cette impréparation comme si elle était contingente, comme si ça avait été une surprise. Non, ce n'était pas une surprise. L'Organisation mondiale de la santé avait averti que les épidémies devenant pandémies, c'était notre avenir. Ça le reste d'ailleurs, c'est pas la dernière. Non, c'est plutôt cette incapacité de penser vraiment avec cette possibilité que quelque chose vienne enrayer la normalité des choses, la routine de la croissance, de la lutte pour la croissance et tout ça. Donc, il me semble que non, ça a été ce à quoi on a assisté, c'est à ce que j'appellerais des idéalistes, parce que l'idéaliste, c'est le refus de prendre au sérieux ce qui pourrait mettre en question la toute-puissance de ce qu'il juge seule source légitime d'action et de pensée. En l'occurrence, logique du marché, croissance. Toujours est-il que quand l'idéalisme est tout à coup confronté à quelque chose auquel il ne peut plus échapper, c'est la panique et pas la pensée et pas un processus qui se met à l'œuvre. Donc j'ai l'impression que on a plutôt eu affaire à un effondrement de la pensée de l'État, de la pensée de ceux qui nous gouvernent, et avec cette brutalité de « on ne sait plus quoi faire, on arrête tout », avec les oublis dont on a parlé, les cruautés dont on a parlé, les manques totaux d'imagination. Parce qu'il faut faire une différence, hein. L'idéalisme de nos gouvernants et de tant d'autres, c'est un imaginaire. C'est leur horizon, c'est leur réalité, l'imaginaire qui fait réalité. L'imagination, c'est pouvoir prévoir les difficultés, pouvoir anticiper, pouvoir savoir que ce qui est normal aujourd'hui pourrait tout à coup, et le penser sérieusement, pourrait tout à coup ne plus l'être demain. Donc, l'imaginaire, c'est une anesthésie de l'imagination, et c'est bien de ça que nous souffrons. Et en ce qui concerne les sciences, qui m'ont beaucoup intéressée là-dedans, je me suis rendu compte, le point qui m'a vraiment fait souffrir, c'est d'entendre, et notamment des médecins, dire la science. Et les politiques reprendre, parce que ça les arrangeait bien, nous écoutons la science. En politique oubliée, c'est la science qui va nous guider, nouveau réflexe de panique. Et c'est toujours une très mauvaise idée, me semble-t-il, de demander à la science ce qu'il faut faire, parce que c'est pas ça son boulot. Son boulot, c'est de chercher à poser des questions pertinentes. Or, dès qu'on dit la science, on oublie la pertinence des questions. On fait comme s'il y avait une méthode scientifique tout-terrain qui allait répondre de manière objective, de manière à faire taire les gens, en fait. Puisqu'on sait bien que les gens sont incapables de comprendre la science. Bon, eh bien, ça m'a beaucoup frappé, c'est que la pluralité des sciences qui dépendent de ce à quoi elles ont affaire, à quelles questions ce à quoi elles ont affaire peut répondre, a explosé. Pourquoi ? Parce que quand il s'agissait de qui est ce virus, c'est-à-dire en termes biologiques, quel est son matériel génétique, la réponse est venue très assurée. Et elle est tellement bien assurée que maintenant on peut d'ailleurs suivre l'épidémie du virus, les trajets épidémiques, selon les mutations de ce matériel qui au fond a une histoire. Donc on sait à peu près tout ce qu'on doit savoir du virus en tant que tel. Mais le virus en tant que tel n'est pas grand-chose indépendamment de ce qui est sa raison d'être, au fond. Je dirais pas sa raison de vie, parce qu'il devient en vie quand il trouve un hôte accueillant. Hein, c'est son passage à la vie, au fond. Et cette rencontre-là, eh bien, c'est pas du tout le même type de question, parce que c'est tout le corps de l'hôte qui se met en branle et qui est mis en jeu. Et là, tout le savoir qu'on a sur le virus, il est à peu près inutile. Or, les médecins parlent aussi de la science comme si c'était simplement une autre spécialité. L'épidémiologie, c'est une science tout à fait intéressante, mais elle fait des modèles.
Et ces modèles, au fond, peuvent informer le politique, mais pas du tout de, comment dirais-je, des conséquences. Oh, d'accord, on sait qu'il faut diminuer le taux de transmission. Ok. Mais quand on mobilise la science pour se substituer à un processus de pensée collectif avec les gens, eh bien, on perd la moitié de les 3/4 de l'intelligence et on le remplace par une bonne dose de bêtises, de satisfaction et de faire semblant. Et de faire semblant, par exemple, il n'est pas prouvé que les masques protègent. Peut-être que le porteur est moins dangereux pour les autres, mais lui-même, les autres ne sont pas protégés s'ils portent des masques. Depuis, on sait que c'est de la blague, mais on a dit c'est pas prouvé. Et puis on a dit, puisque c'est pas prouvé, ça n'existe pas. Et tout ça, c'était évidemment quelque chose qui rassurait les politiques, qui pouvaient dire on n'a pas de masque, mais c'est pas grave. Donc il y a des semi-vérités qui deviennent des non-vérités parce qu'elles soient affirmées comme scientifiques. Et il y a des politiques que ça arrange bien, alors qu'ils n'écouteront en rien. Ce n'est que très récemment que ça s'est mis à être entendu. Ces autres scientifiques qui sont les psychologues qui pouvaient témoigner du dégât que ça pouvait faire sur les enfants que de perdre leur socialité. Ça, tout à coup, on a beaucoup entendu parler, mais c'était un problème posé dès le départ, mais qui devenait posable quand on pouvait commencer à penser déconfinement. Donc la science était soumise en fait à la non-décision politique. C'est un processus profondément vicieux et on peut perdre confiance. Et ce qui est grave, c'est qu'on peut perdre confiance en des sciences qui pourraient avoir quelque chose à nous dire. Qui pourraient être intéressantes. Mais quand on traite les gens comme des idiots et qu'on leur demande d'avoir confiance dans ce qui n'est pas fiable, eh bien, on se retrouve devant des sceptiques généraux. Et ça, c'est une catastrophe culturelle. Il y a la question évidemment de l'environnement, puisqu'on voit que sur cette question de la pandémie, on sait le rôle qu'a joué l'homme dans les modifications de son environnement, dans la manière dont ces modifications l'impactent. Est-ce qu'on peut espérer que ce qui vient de se produire là va questionner notre rapport à cet environnement, va le modifier, et pour quelles conséquences ? On devrait pouvoir l'espérer, d'autant plus que, en ce qui me concerne, et pour beaucoup d'autres d'ailleurs, la succession des pandémies auxquelles nous pouvons nous attendre. Celle-ci est la première qui réussit merveilleusement pour le virus, mais ce sera sans doute pas la dernière. Les virus sont des machines à inventer. Je parle de machines et pas de vivants parce que c'est des machines dont la seule raison d'être, au fond, c'est de rencontrer un hôte qui l'accueille, qui lui donne l'hospitalité. Parfois au détriment de cet hôte, mais c'est pas ça le projet du virus. Le virus ne devient vivant, ne fait partie de la vie que s'il rencontre cet hôte-là. Et donc il mute à toute vitesse, il innove dans tous les sens pour maximiser ses chances de rencontrer l'hôte béni où il fera partie de la vie. C'est un projet gentil. Je veux dire, on peut dire que c'est un exilé de la vie qui essaye de trouver une terre d'accueil. Et parfois, ça se passe bien. Hein. Beaucoup de choses que nous sommes, en tant notamment que mammifères, nous le devons à des virus qui ont su exister avec les cellules, dans les cellules, et permettre à des tissus cellulaires d'innover, notamment les placentas qui ont inventé les mammifères, si je peux dire, c'est des inventions virales. Notre génome est plein de restes de virus qui ont réussi à s'acclimater. Donc ça s'acclimate. Mais ça prend du temps et évidemment, dans notre monde, les chances de rencontre et de possibilités de faire une innovation fructueuse pour les virus sont démultipliées par le fait que tous les milieux sont dévastés, les humains sont partout, traversent partout. Donc,
Donc, la manière dont nous maltraitons la nature, dont nous maltraitons tous nos milieux, comme nous maltraitons d'ailleurs les milieux humains aussi, enfin, je veux dire double maltraitance, est pleine d'occasions en or pour des virus. Et une fois qu'ils ont réussi à infecter un humain, ils découvrent un monde, le monde globalisé, le monde où tout circule, quasi fait pour qu'il puisse se répandre. Avant les épidémies, mais ça prenait des années avant de traverser un continent, ça a pris quelques semaines. Avions, transport, etc. Donc nous sommes d'une imprudence forcenée en ce qui concerne cette nature. Et les menaces, la manière dont elle peut devenir menaçante. Mais il y a pire, c'est qu'une pandémie, c'est une crise. Ok, on ne sait pas si ça se soldera par des centaines de milliers de morts ou comme la grippe espagnole, des millions de morts. Mais une crise, par définition, ça passe. Mais cette crise, elle fait partie, avec le ravage de la nature, de l'ensemble des pratiques humaines d'exploitation de la nature, d'extraction et de combustion qui nous amène le désordre climatique. Et le désordre climatique, c'est une crise c'est pas une crise, ça ne passera pas. Nos descendants et les descendants de nos descendants, et ça sur plusieurs siècles, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire s'ils survivent, comment dirais-je, ils auront encore à faire. Et ça ne s'apaisera pas. Et d'autre part, ça crée aussi, ça active ce que les humains ont eux-mêmes mis en route, c'est-à-dire la 6e extinction. C'est-à-dire que pas seulement nous sommes menacés, mais la plupart des animaux, les virus ne sont pas vivants, mais leurs autres, les bactéries, leurs autres principaux, c'est les bactéries tout de même, eh bien ne s'éteindront pas. Il y aura de la vie sur Terre, mais la vie de notre ère, elle pourrait bien s'éteindre comme la vie à l'époque des dinosaures s'est éteinte. Comment comprendre qu'il y ait ce maintien comme ça d'un rapport à l'environnement qui chosifie cet environnement, qui le rend simplement inerte, comme si on pouvait l'utiliser à notre guise sans qu'il y ait de conséquences, parce que cette idée se maintient. Cette idée se maintient parce qu'elle fait partie de ce régime qu'on appelle capitalisme, y compris le capitalisme socialiste, mais capitalisme au sens d'extraire. Ça fait partie de l'histoire dans laquelle nous avons été embarqués, et nous avons embarqué le reste du monde par colonisation interposée. Nous avons détruit des manières de vivre qui n'étaient pas respectueuses de la nature, il n'y avait d'ailleurs pas de mot pour ça, mais qui étaient prudentes. Et nous avons fait voler en éclats toute cette prudence, toute cette possibilité de faire attention, tout ce souci des conséquences. Et encore une fois, l'idée que c'est notre rôle de dominer la nature, ça fait partie de l'imaginaire. Pas de l'imagination nous parlerait des risques. L'imaginaire nous dit, ceux qui ont peur refusent le progrès, et quand on a dit refuse le progrès, on a tout dit. Et du coup, ce qui est frappant, quand on parle de réchauffement ou même de désordre climatique, parce que réchauffer c'est un peu simple, de l'ensemble des catastrophes climatiques qui ont commencé déjà, on a affaire en temps réel, cette fois-ci sur des temps longs, à cet idéalisme dont je parlais pour la menace de la pandémie. C'est-à-dire, on sait bien que ça va arriver, enfin on devrait savoir, en tout cas rien ne nous permet de dire que ça ne va pas arriver, mais quand même on va faire comme si rien n'allait se passer, comme si un miracle nous sauverait. Et ça c'est donc une réaction typiquement idéaliste de répondre par des rhétoriques rassurantes, mais de fait de ne rien faire. Et je comprends les activistes, vous savez, quand ils disent nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Parce que cette capacité idéaliste de ne rien faire, cette anesthésie de l'imagination, elle coïncide aussi avec un monde où
toutes les interdépendances, toutes les solidarités sont sapées, sont réduites à l'impuissance, sont, comment dirais-je, réduites à une espèce de sentiment de sacrifice. Ça, c'est bon pour les saints qui se sacrifient pour les autres, mais l'homme normal veille à ses intérêts et fait, comment dirais-je, ne veille qu'à ses intérêts. C'est un égoïste natif. Eh bien, si la nature avait été peuplée d'égoïstes comme ça, il n'y aurait plus de nature. Nous savons désormais que la nature existe à travers des indépendances multiples et enchevêtrées, et que le ravage de la nature, c'est la destruction de ces indépendances. Détruire un écosystème, c'est détruire un monde interdépendant. Tuer le sol et les interdépendances qui se tissent dans le sol, c'est tuer sa fécondité, c'est ne plus avoir de cultures qui ne vivront que par les intrants, c'est-à-dire les engrais qui nous empoisonnent et les pesticides qui nous empoisonnent aussi. Ce sont les monocultures qui sont aussi vulnérables aux épidémies que nous le sommes désormais. Vous mettez bien l'accent sur le danger de ces changements climatiques et de l'absence de réponse. Malheureusement, on voit que ça s'accompagne aussi de dangers sur les droits sociaux, non seulement dans les années qui viennent de passer, mais dans les perspectives à venir aussi, on peut craindre le pire. On doit craindre le pire aussi sur les questions de démocratie et de vivre ensemble, qui sont censés être le socle de nos sociétés. Mais la démocratie, je crois, elle demande, pour ne pas être dans le temps, je dirais encore au fond, la démocratie, ça peut avoir deux extrêmes. Se réduire à l'art de diriger un troupeau sans qu'il se révolte, donc en le rendant docile par tous les moyens, ou l'exigence sans cesse reconduite et sans cesse approfondie que les gens pensent ensemble. Ça peut être en tension, ça peut être en conflit, mais pensent ensemble et pensent ensemble l'avenir. Essayent de faire sens en commun quant à l'avenir qui serait possible pour eux. Et effectivement, ce qui est une forme d'interdépendance, c'est-à-dire on ne pense pas tout seul, on pense avec les autres et grâce aux autres. Et donc ça, ce serait une démocratie pour qui l'interdépendance et la croissance de la conscience des interdépendances, de vivre en conséquence avec cet enrichissement des interdépendances, cette démocratie-là, elle est effectivement sapée de tous côtés. Elle a été portée, une démocratie, ce qu'on appelait une démocratie sociale, par les mouvements ouvriers, etc. Mais depuis que l'État a repris en main les droits sociaux et a dit à ceux qu'ils appellent désormais des bénéficiaires, être bénéficiaire de droits comme si quelqu'un vous les donnait, vous les attribuait et pouvait vous les rogner et même vous les ôter. Les droits sociaux, ou plutôt la solidarité sociale, a été créée pas par l'État, mais l'État l'a repris. Et l'État l'a en main. Et l'État peut effectivement la détruire à mesure que la démocratie sera de plus en plus l'art de mener les troupeaux. Et un art de mener les troupeaux, c'est par exemple de dresser le troupeau contre ceux dont on lui dit ça, c'est les brebis galeuses. Par exemple, les chômeurs. Ces paresseux, ces profiteurs. Les chômeurs sont devenus une classe suspecte contre lesquels les honnêtes gens qui ont du travail se révoltent et demandent qu'on les protège, etc. Donc, c'est pas seulement malheur aux vaincus, c'est malheur à tout le monde. Parce que tout le monde apprend à penser comme partie d'un troupeau où il est dressé contre les autres, où il ne voit pas ce qui arrive à l'ensemble. Je crois que effectivement, sans cette imagination solidaire, parce qu'il faut de l'imagination pour résister à la tentation de dire oui, le chômeur, il n'a qu'à trouver un travail. Moi, je suis entrée aux droits de l'homme notamment, et puis à l'atelier des droits sociaux, notamment à cause du destin fait aux chômeurs, c'est-à-dire du fait que au moment où la crise de l'emploi s'installait, les mesures contre les chômeurs et puis les mesures pour motiver les chômeurs, pour les forcer à toute force à vivre dans l'imaginaire de trouver un travail, qu'ils fassent les gestes
comme s'ils y croyaient, c'est tout ce qu'on leur demande, mais qu'ils fassent ça, ils doivent le faire, sinon, etc. Là, je me suis dit, on nous force à penser contre la réalité. Ceci n'est plus une démocratie. Je dirais même pas c'est une démocratie en danger, c'est une démocratie en pourriture. Le confinement aussi a peut-être été un moment de grande conscience pour beaucoup de gens qui, pour la première fois, ils se sont retrouvés dans une situation qui était exceptionnelle. Donc on a une conscience peut-être qui s'aiguise, et en même temps il y a cette musique qui dit « ce n'est qu'une parenthèse, continuons comme avant ». Quelle perspective justement pour ceux qui disent maintenant il est temps de changer de chemin et de voie? Ben, je crois que d'abord il faut pas trop camper sur la méfiance envers ceux qui nous gouvernent va faire le coup. Parce que la méfiance, ça peut produire aussi, ça peut produire du mépris, et ça peut produire du ressentiment. La méfiance, ça produit du poison, ça produit de la xénophobie, etc. Mais je crois que ne rien laisser passer, être récalcitrant, n'admettre aucun argument sans savoir qu'il est piégé, et savoir qu'ils ne peuvent pas faire autrement, pour le moment. Et qu'ils ne feront un peu autrement que si on les y contraint. Ne pas croire que eux ont appris la leçon. Parce que si on croit que eux ont appris la leçon, peut-être que c'est vrai pour certains, mais ils seront ou éliminés ou ramenés dans le droit chemin très vite. Il faut se souvenir qu'après la crise financière, on nous a dit tout allait changer et on a eu l'austérité. Il faut conserver les mémoires, il faut conserver les récits, il faut raconter comment ça va se passer avant que ça se passe, etc. Il faut se fabriquer des immunités contre cela et peut-être fabriquer les alliances qui sont nécessaires. Il est tout à fait nécessaire, et je crois que c'est en cours de route, que les activistes anticapitalistes et les syndicalistes ne s'entendent pas au sens de se serrer dans les bras, mais de dire, mais face cause commune, face à ce qui est en train d'arriver. Je crois que le moment est de creuser ces histoires de solidarité improvisées, fabriquées, parce qu'il y aura du chantage à l'emploi, parce qu'on nous dira, ceux qui disent ça, ils peuvent le dire, mais nous défendons ceux qui veulent vraiment du travail et qui ont vraiment besoin de travail. Donc il y aura des tas de manœuvres de division. Ça, c'est déjà en préparation, et donc il faut s'attendre à ça, et il faut réussir à faire que ce qui a pu naître comme imagination et comme refus se défende contre tous ces poisons qui vont arriver. On est dans un moment où on ne peut pas espérer, parce qu'ils ne lâcheront rien et ils sont très forts, mais par contre c'est un moment où on n'a pas le droit de désespérer, parce que c'est pas seulement nous, mais les descendants de nos descendants, et tout ce qu'on apprendra pour leur résister, c'est autant de choses qui permettront à nos descendants de s'entraider et d'échapper à la barbarie du chacun pour soi. Alors, une dernière question, cette fois-ci à Isabelle Stengers, la femme engagée. Alors évidemment, ça inclut votre casquette de philosophe, mais pas uniquement. Bon, je crois que je sois engagée n'est pas un mystère. C'était aussi par rapport à ce coronavirus, parce qu'on en voit évidemment tous les aspects négatifs, mais s'il fallait dire une chose que ce coronavirus a ou aura de positif, à quoi vous pensez? Oh, mais ça, c'est une question qui n'est pas facile, parce que je crois que pour moi, c'était important de... C'est très difficile comme question. C'est très difficile. J'ai pas envie de répondre à cette question parce que je crois que elle distingue trop les gens. Je crois que je ne cessais je ne cessais de guetter, de voir qu'est-ce qui allait se passer. Donc j'étais aux écoutes, et c'était extraordinairement intéressant de voir les petites choses par rapport aux grosses choses, etc. Donc j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris, mais je ne peux pas dire que c'était un apprentissage heureux.
Ça a été simplement une période intense du point de vue de qu'est-ce que c'est un monde qui vit alors que les réponses évidentes se sont évaporées. Qu'est-ce que c'est un monde qui cherche son chemin dans l'incertitude? Et trouver parfois les mots pour dire ça, pour faire passer ça, pour célébrer l'importance de ce moment et les multiples résonances que ça avait, ça a été une activité qui finalement était philosophique, hein, mais à une époque dont je dirais qu'elle était philosophique. C'est-à-dire qu'elle posait des problèmes de mais qu'est-ce que c'est que cette vie? Eh bien, écoutez, un grand merci pour cet échange passionnant. Bonne journée, au revoir. Merci.